La plupart des gens pensent qu'ils choisissent leur partenaire. Ils s'imaginent rationnels, logiques, conscients. Mais l'histoire commence ailleurs, dans une pièce intérieure que tu n'as jamais vraiment visitée. Imagine une personne. Elle promet qu'elle ne refera plus jamais les mêmes erreurs, plus jamais quelqu'un qui ment, plus jamais quelqu'un qui s'éloigne, plus jamais quelqu'un qui la fait douter d'elle-même. Et pourtant, quelques mois plus tard, elle y retourne. Pas vers la même personne, non. Vers le même schéma, déguisé dans un nouveau visage. Ce n'est pas de la naïveté, ce n'est pas de la malchance. C'est une mécanique vieille comme l'humanité. Tu ne tombes pas amoureux d'une personne. Tu tombes amoureux d'une sensation. Ton inconscient reconnaît une ambiance, une tension, une énergie. Pas une personne, pas un comportement, une familiarité. Cette familiarité peut être faite de douceur, de sécurité, ou de chaos, d'instabilité, d'espoir mélangé à la peur. Et si cette sensation t'a été inculquée tôt, dans ton enfance, dans tes premières relations, dans un moment traumatique, alors ton système nerveux la prendra pour de l'amour. Pas parce qu'elle te fait du bien, mais parce qu'elle t'est familière. Le cerveau préfère ce qu'il connaît, même si cela le détruit. En psychologie, on appelle cela la reconnaissance affective. C'est la manière dont ton système nerveux identifie une personne comme significative, alors qu'elle ne fait que ressembler à une émotion ancienne. Chaque détail compte. Une façon de parler, un silence, une tension, un détachement, une chaleur intermittente. Ton inconscient se dit « je connais ça, approche ». Et toi, tu ressens ce qu'on appelle le coup de foudre, alors qu'il ne s'agit que d'un flashback émotionnel. Carl Jung disait que ce que tu n'as pas rendu conscient reviendra dans ta vie sous forme de destin. Ce que tu n'as pas guéri, ce que tu n'as pas regardé, ce que tu as fui, revient sous la forme d'une personne. L'attirance devient alors un signal, oui, mais un signal de l'ombre. Tu n'es pas attiré par la personne, tu es attiré par la partie de toi que tu n'as jamais apaisée. Une partie blessée, une partie oubliée, une partie qui te dit « c'est ici que tu dois réparer ». Les relations qui blessent suivent un cycle neurologique précis, tension, distance, anxiété, récompense, soulagement. Et ce cycle, douleur suivie de réconfort, est l'un des plus puissants renforcements psychologiques existants. Il crée une dépendance émotionnelle plus forte que l'amour, parce qu'elle se loge dans les circuits de la survie. Tu ne veux pas cette personne, tu veux la récompense qui vient après la douleur. Et cette récompense, ton inconscient l'attend depuis longtemps. L'amour toxique n'est pas un hasard, c'est une mémoire qui tente de se rejouer. Tu crois choisir, tu crois aimer, mais en réalité, tu reproduis. Et si cette reproduction était contrôlée par des forces plus anciennes encore, des figures intérieures silencieuses, héritées de ton inconscient profond, des silhouettes qui dictent ce que tu trouves séduisant, dangereux, irrésistible. Tu penses tomber amoureux d'une personne, d'un sourire, d'une voix, d'une présence qui te touche sans que tu saches pourquoi. Mais Jung dit autre chose. Il dit que l'amour n'est jamais une rencontre à deux. C'est une rencontre à quatre. Toi, l'autre, ton archétype intérieur et le sien. Deux présences visibles, deux présences invisibles. Et ce sont les invisibles qui mènent la danse. Dans chaque homme vit une image du féminin, l'anima. Dans chaque femme vit une image du masculin, l'animus. Ces figures ne sont pas romantiques. Ce sont des structures anciennes, primordiales, qui codent ta manière d'aimer, ce que tu trouves attirant, ce qui te fait peur, ce qui te donne l'impression d'être vivant. L'anima est la part émotionnelle, intuitive, délicate ou chaotique de l'homme. L'animus est la part rationnelle, directive, critique ou protectrice de la femme. Et chacun projette son archétype sur l'autre. Tu crois voir une femme, mais tu vois ton anima. Tu crois voir un homme, mais tu vois ton animus. L'autre devient un écran sur lequel tu projettes ton drame intérieur. La projection, c'est quand ton inconscient peint l'autre avec tes propres couleurs. C'est pourquoi les débuts d'une relation semblent presque surnaturels. Une intensité irréelle, une connexion fulgurante. Tu te dis, c'est elle, c'est lui. Je n'ai jamais ressenti ça. Bien sûr que non. Tu n'as jamais ressenti ça avec une personne réelle. Mais avec ton archétype, si,
des centaines de fois, dans tes rêves, tes blessures, ton passé. Ce que tu appelles destin, Jung l'appelle projection archétypale. Le moment le plus douloureux dans une relation qui blesse n'est pas la séparation. C'est le moment où la projection se brise. Tu cesses de voir ton anima. Tu vois la femme réelle, imparfaite, humaine, différente. Tu cesses de voir ton animus. Tu vois l'homme réel, limité, incohérent, vulnérable. Ce moment détruit l'illusion. Et avec elle, l'intensité que ton inconscient appelait amour. Tu te dis, elle a changé. Il est devenu quelqu'un d'autre. Mais non, ils n'ont pas changé. C'est ta projection qui s'est effondrée. Et toi, tu te retrouves face à quelqu'un que tu n'avais jamais vraiment vu. Le drame, c'est que l'anima et l'animus blessé ne cherchent pas l'amour. Ils cherchent la réparation. Ils cherchent à guérir une blessure ancienne en trouvant une personne qui en porte les traits. L'homme dont l'anima est blessé recherchera des femmes instables, inaccessibles, émotionnellement imprévisibles, parce qu'elles incarnent son chaos intérieur. La femme dont l'animus est blessé recherchera des hommes distants, critiques, autoritaires ou sauveteurs, parce qu'ils incarnent sa lutte intérieure. Tu n'aimes pas l'autre. Tu aimes ce qu'il active en toi, et parfois, ce qu'il active fait mal. Tu comprends maintenant pourquoi tu tombes si fort, si vite, et pourquoi tout s'écroule ensuite. Mais la vraie question est celle-ci. Pourquoi restes-tu même quand tu sais que ça te détruit? Il y a une question que tout le monde finit par se poser un jour. Pourquoi je reste avec quelqu'un qui me fait souffrir? C'est la question la plus humaine et la plus difficile à affronter. On croit rester par amour, par loyauté, par espoir. Mais la vérité est plus sombre. Tu restes parce que ton inconscient pense que cette personne détient la clé de ta guérison. C'est le paradoxe jungien ultime. Ceux qui te blessent réveillent les parties de toi qui n'ont jamais été apaisées. Le lien traumatique ne naît pas de la douleur, mais du soulagement qui la suit. Ils s'éloignent, tu paniques. Ils reviennent, tu respires. Ils blessent, tu espères. Ils rassurent, tu te sens vivant. Ce cycle douleur-réconfort crée une dépendance neurochimique, plus forte que l'amour, plus tenace que la raison. Ton système nerveux interprète ce soulagement comme une preuve d'importance, comme une preuve que tu dois rester. Ce n'est pas rationnel, c'est biologique. Lorsque ton anima ou ton animus est blessé, tu ne cherches pas l'amour, tu cherches la réparation, la rédemption, la validation ultime. Tu te dis inconsciemment, si cette personne finit par me choisir, alors je guérirai la vieille blessure. Si cette personne me voit enfin, alors je ne serai plus invisible. Si cette personne cesse de me repousser, alors je serai digne. C'est une quête impossible, parce qu'aucun partenaire ne peut réparer une blessure qui ne lui appartient pas. Tu cherches dans le présent ce que tu n'as jamais reçu dans le passé. Et tant que cette quête reste inconsciente, elle dirige ta vie entière. Pour Jung, la libération émotionnelle commence par un geste simple mais brutal. Regarder l'ombre en face, pas pour la combattre, pour la comprendre, pour l'intégrer. L'individuation consiste à voir la blessure. Je répète un schéma. Identifier la projection. Je vois mon anima, animus, pas la personne. Retirer l'illusion. Il, elle n'est pas ce que mon inconscient avait décidé. Réconcilier l'ombre. Je ne cherche plus à réparer, je choisis. Revenir à soi. Je ne mendie pas l'amour, je le crée. Ce processus est douloureux, parce qu'il détruit l'histoire que tu te racontais. Mais il construit ce que tu n'avais jamais été, toi-même. L'amour qui suit l'individuation n'est plus une tempête. Ce n'est plus une collision d'ombre. Ce n'est plus une quête de réparation. C'est un espace clair, stable, paisible. Un amour sans obsession, sans drame, sans blessures recyclées. Il n'a pas l'intensité toxique du passé, mais il a une force que rien ne peut détruire. Celle d'être choisi et non compensé. Et c'est là que tu réalises que le véritable amour n'a jamais été ce feu qui brûle, mais cette lumière qui ne s'éteint pas. On n'attire pas ce qu'on veut, on attire ce qu'on n'a pas encore guéri. Tu n'étais pas faible, tu n'étais pas brisé. Tu étais simplement guidé par quelque chose de plus ancien que toi, une pièce de ton psychisme qui cherchait la paix dans les mauvaises mains. Le jour où tu redeviens conscient, le jour où tu vois enfin ton ombre, le sortilège se brise. Et ce jour-là, pour la première fois, tu n'aimes plus pour être sauvé.
Tu aimes parce que tu es libre.